Bonjour, avant toute chose, je tenais juste à préciser que pendant toute la vidéo, je viens de me rendre compte qu'on entendait un bruit de fond assez insupportable parce qu'il y avait des travaux chez moi. Quand j'ai filmé, je pensais pas que ça s'entendrait autant. Donc voilà, je suis désolée d'avance, mais regardez quand même la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma série sur TikTok. J'ai fait mes premiers pas dans la création de contenu sur TikTok. J'ai voulu migrer un peu sur YouTube parce que le format me convient plus et que je pouvais un peu partager certains trucs. Notamment les réflexions que j'ai pu me faire au fil de presque un an sur TikTok à créer activement du contenu de manière régulière. Du coup, aujourd'hui, on s'intéresse à la consommation sur TikTok. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, si c'est pas nécessaire, vous pouvez aller le voir si ça vous chante parce que ça vous apportera toujours plus de compréhension vis-à-vis de ce qu'on peut dire là. Et voilà, je le mets dans le petit i si jamais. Donc aujourd'hui, on va parler de la consommation sur TikTok puisque TikTok est un réseau social qui pousse énormément à la consommation. Les marques sont très présentes sur TikTok et il y a beaucoup de produits, de marques, d'artistes, de chansons qui ont émergé grâce à TikTok et qui ont connu un essor assez fulgurant grâce à la plateforme. Et donc aujourd'hui on va s'interroger sur comment est-ce que TikTok repense nos modes de consommation et pourquoi est-ce que TikTok nous donne tant envie d'acheter, comment ça se fait. Pour répondre à ces questions, on va diviser la vidéo en plusieurs parties. Vous retrouverez le minutage précis dans la description et ça s'affichera petit à petit sur le curseur de la vidéo pour vous montrer où vous êtes chapitre par chapitre. Vous verrez un peu l'évolution de notre réflexion. Donc dans un premier temps, on va s'interroger sur le nouveau rapport à la marchandise qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais aussi plus spécifiquement sur TikTok. Dans un second temps, on va parler de mécanismes d'ingénierie symbolique et sociale. Bon alors ça c'est des termes très compliqués pour dire pas grand chose au final. Enfin, on va expliciter tout ça et c'est juste que c'est des termes un peu entre guillemets techniques. Après on s'interrogera sur le rôle de l'algorithme dans la mise en avant de certains produits et dans l'accélération de l'achat. Et finalement on parlera des avantages et des inconvénients de ces modes de consommation puisqu'il y a un bilan à nuancer. Avant toute chose, je ne voudrais pas m'approprier une réflexion qui n'est pas entièrement mienne. Il y a évidemment un ouvrage qui m'a aidé dans l'écriture de cette vidéo, c'est La fabrique du consommateur de Anthony Galuzzo. C'est très complet, c'est super intéressant. Donc commençons par parler du rapport à la marchandise qu'il y a notamment sur les réseaux sociaux, mais plus spécifiquement sur TikTok. Puisque en fait, TikTok est une plateforme qui en France a connu une démocratisation massive lors des premiers confinements, a évolué en même temps qu'une période où le rapport à la consommation a été bouleversé, notamment parce que les confinements ont impliqué que les boutiques ferment, que tout d'un coup nos modes de consommation se sont dématérialisés. Donc on a eu ces deux évolutions parallèles qui sont intéressantes à constater, je pense. C'est absolument indéniable qu'avant ça, les marques et les entreprises étaient présentes sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les marques se sont emparées à une vitesse fulgurante de TikTok quand ils ont repéré le potentiel de cette plateforme pour vendre et pour promouvoir des produits. En fait, ce qui se passe, c'est que dès le départ, on a bien vu que l'algorithme de TikTok et la plateforme en général étaient différentes des autres réseaux sociaux dans la mesure où elle avait une capacité à créer des tendances et à rendre des choses virales assez impressionnantes. C'est-à-dire que sur TikTok, il y a absolument toujours quelque chose qui est en tendance, il y a toujours quelque chose qui fait l'unanimité et donc les marques ont vu ça et se sont dit qu'elles allaient tirer leur part du gâteau justement pour créer des campagnes réussies, mettre en avant des produits qu'ils pouvaient vendre, etc. Donc tout de suite, les marques ont été intéressées quoi. C'est pas nouveau du tout et c'est pas propre à TikTok dans la mesure où on a des vidéos YouTube qui sont monétisées. Instagram a mis en 2021 l'onglet Shop, donc pour acheter spécifiquement sur Instagram. Il y a des partenariats dans des stories. Et je pense que quand même sur TikTok, il y a un lien entre le produit et le potentiel acheteur qui est repensé ou du moins qui est différent de quand on voit un placement de produit sur Instagram ou sur YouTube. Et il s'agit même pas forcément, là on va parler de marchandises, il s'agit pas forcément d'un bien matériel puisqu'on peut aussi parler de chansons, de musique qui sont vendues, qui sont commercialisées via TikTok. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des artistes, des musiques, des films, des esthétiques qui sont complètement dépendantes de TikTok pour vendre et pour faire du profit. L'industrie musicale par exemple est complètement soumise entre guillemets au bon vouloir de TikTok. Il y a des playlists entières sur Deezer et Spotify de chansons TikTok parce que les gens veulent écouter les sons qu'ils entendent sur TikTok à répétition parce que ça rentre dans la tête et qu'on s'en imprègne. C'est pour ça que notamment on a des biens de consommation qui sont des purs produits TikTok, moi déjà. Je pense notamment à la marque The Ordinary qui est une marque qui a complètement explosé sur TikTok. C'est cette marque de soins de la peau, genre de skincare, qui fait des trucs un peu minimalistes et qui était super distinctif, qui a beaucoup plu, qui est en plus de ça pas du tout cher. Mais
ce n'est pas tout, il y a évidemment aussi les corsets Amazon, la marque Shein qui était connue avant évidemment mais qui connaît un peu disons un regain d'intérêt grâce à TikTok. Il y avait deux fonds de teint qui ont émergé, genre fait un gros buzz avec des vidéos à plusieurs millions de vues. C'était le KVD Good Apple Foundation. Hello and good morning everyone. I went out and got the KVD Good Apple Foundation. KVD Good Apple Foundation. The Good Apple Foundation. The moment of truth. Let's test this out. Oh my god, yes. Et le fond de teint L'Oréal Infaillible en poudre. This is insane. Le mascara Sky High de Maybelline, le pantalon beige du Bershka qui a tourné partout, les gua sha, mais aussi des artistes comme Doja Cat, Olivia Rodrigo, Ashniko. Et si vous fréquentez d'autres parties plus marginales du TikTok, il y a même le BookTok qui a ses petits favoris, ses petits chouchous en termes de livres. Le livre Nous les menteurs que je sais pas où j'ai mis. Si vraiment si vous cherchez BookTok ou un truc comme ça, vous êtes obligé de tomber sur Nous les menteurs ou des livres comme Circé, Le Chant d'Achille, etc. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs, TikTok a ses chouchous et je pourrais continuer longtemps à faire l'inventaire. Je vais pas m'amuser à le faire parce que c'est pas non plus le but de cette vidéo, mais vous voyez bien qu'il y a quand même un lien important entre consommation et TikTok quoi. Alors pourquoi ceci, comment comprendre cela, comment TikTok fait, c'est tous des questions qu'on va se poser dans les prochaines parties. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler d'ingénierie symbolique et d'ingénierie sociale. En gros, tout ça pour dire qu'on va étudier comment c'est conçu pour vous interpeller d'un point de vue non seulement esthétique, peut-être mystique, c'est-à-dire que le produit va avoir un charme en lui-même, il va vous interpeller peut-être émotionnellement, et aussi il va s'inscrire dans une sorte de réalité sociale que vous avez envie d'intégrer, etc. Sur TikTok, il y a une réelle fabrication de tout un fantasme autour du produit qui va le rendre d'autant plus attrayant aux yeux de ceux qui veulent l'acheter ou qui ne veulent pas mais qui sont constamment rappelés du fait que quand même leur vie serait mieux avec. Donc il y a déjà 3 grosses catégories de mise en avant de produits sur TikTok. Il y a évidemment les pubs qui sont parfois entre les vidéos et quand on ouvre l'application, c'est explicitement dit que c'est sponsorisé. Il y a aussi les partenariats et les revues qui sont très intéressantes je pense à analyser et on le fera par la suite. Et finalement les apparitions du produit sans intention explicite de promotion. Par exemple, quelqu'un qui montre comment il range sa chambre, sa routine du soir, The Ordinary, hop, on le voit apparaître juste comme ça, avec un petit filtre qui met des paillettes et ça fait comme si c'était vraiment un objet sacré, un objet juste beau qui est juste sur l'étagère, qui quand même avait un intérêt même juste accessoire sur l'étagère. Je pense que c'est cette dernière catégorie d'apparition, disons innocente, qui est la plus intéressante à étudier, puisque c'est la plus propre à TikTok, selon moi. Parce que dans une vidéo YouTube, si vous voyez apparaître dans ma vidéo ça, le format de YouTube est très différent du format de TikTok. Ouais, là en gros je voulais rajouter que c'est différent sur YouTube parce que on a des vidéos qui font genre 6-7 minutes en moyenne, voire beaucoup plus, et en fait du coup le produit qui apparaît comme ça de manière innocente, c'est pas du tout la star de la vidéo, c'est pas l'esthétique qui compte avant tout, c'est le fond, alors que sur TikTok, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'esthétique a une place mais clé, ce qui fait que le produit il devient un élément de cet univers, de ce décor, de voilà, et vu qu'il y a quelques secondes, vous allez vous en souvenir parce que justement ça va s'imprimer dans votre mémoire immédiatement en fait, alors qu'en 10 minutes de vidéo vous avez le temps de l'oublier le produit. Comme on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, TikTok c'est du micro-contenu dont l'expérience spontanée et immédiate est beaucoup orientée, soutenue par l'expérience sensorielle et l'esthétique, le visuel. Ce qui fait que l'objet, quand il est montré innocemment, il s'inscrit quand même dans un décor qui est esthétique, une certaine harmonie et qui le rend donc indispensable puisque c'est la clé qui vous manque afin d'être la personne que vous rêvez d'être. Dans son livre, Anthony Galuzzo, il décrit le rôle qu'ont joué les marques au 19e siècle et en gros, on est passé d'échanges à cette époque de marchandises très locaux avec des visages, des lieux physiques, quelque chose de concret, à quelque chose de complètement désincarné avec la dilatation de la production, donc le fait que chaque étape soit découpée, son éloignement, c'est-à-dire qu'on va plus acheter les œufs là où la poule elle les a pondus par exemple. Il y a eu un passage, une transition où on savait plus quel cochon on mangeait ni ce qu'il y avait dans la lessive qu'on achetait, donc il y a eu le problème de la confiance puisque là où un échange beaucoup plus personnel et humain va tendre à donner confiance au consommateur, un échange complètement dépersonnalisé va avoir tendance à justement retirer ce lien de confiance et on se dit mais
enfin, qu'est-ce qu'il y a dans cette lessive, bref. Les marques et les images de marques surtout ont joué un rôle crucial dans la construction d'un lien de confiance entre le consommateur et le produit. Avant il y avait le producteur qui était là, qui était un personnage physique avec qui on pouvait établir une relation, mais quand il n'y a personne, il n'y a pas d'entité derrière, comment on établit une relation de confiance? Et c'est là que les marques se sont dit, je vais créer une sorte de personnage, ça va être l'image de marque, même si c'est pas un personnage humanoïde, disons qu'il va y avoir un personnage, une entité auquel les consommateurs vont pouvoir se référer pour au moins s'identifier à la marque et trouver une sorte d'attache émotionnelle. Je cite de ses propres mots, la marque était un palliatif à la dépersonnalisation des échanges. Aujourd'hui, la marque joue évidemment un rôle majeur dans notre approche d'un produit, elle impacte notre engagement émotionnel, notre avis, etc. Mais dans un monde aussi grand, aussi ouvert, la marque se dépersonnalise aussi. Elle n'est plus systématiquement un facteur de confiance, que ce soit à cause des scandales, des modes de production qui manquent de transparence, une conscience accrue aussi des problèmes éthiques qui peuvent être soulevés, que ce soit des problèmes environnementaux, des problèmes d'exploitation comme, j'y pense très récemment, l'exploitation des Ouïghours, qui a entraîné une vague de personnes qui ont remis en cause leur mode de consommation et qui ont décidé de boycotter certaines marques, certaines enseignes. Donc l'idée de marque en elle-même est entachée par une conscience nouvelle et une volonté de un peu avoir une approche différente de la consommation. Les entreprises se voient contraintes de changer leur approche pour créer un lien de confiance avec le consommateur, puisque la marque en elle-même ne suffit plus toujours. Et sur TikTok, c'est le rôle que prennent les éthiques, les créateurs, les influenceurs, puisqu'ils sont la nouvelle incarnation de la proximité. Ce sont des gens qui nous ressemblent, qui filment avec leur téléphone, parce que TikTok c'est pas comme YouTube, c'est pas une caméra, un micro, etc. C'est un téléphone dans sa chambre, il n'y a pas besoin d'avoir des locaux professionnels. Ça paraît beaucoup plus amateur en quelque sorte. Quand on a un influenceur qui est aussi au naturel comme ça, qui crée une vidéo en quelques minutes, ce qui donne l'impression aussi d'une proximité absolue, ça ressemble presque à une relation dans la vraie vie où en une minute la personne peut filmer un TikTok, le poster et en une minute je peux le voir et ça donne l'impression de répliquer une interaction réelle. Et donc si cette personne nous dit qu'elle adore un produit, un objet, etc., l'investissement émotionnel sera toujours plus grand que quand on regarde une pub à la télé où c'est filmé avec un décor, avec des micros, une équipe de production, des acteurs, etc. Et puis ces créateurs TikTok, ils ont aussi une importance capitale dans l'ingénierie sociale, donc dans l'ajout d'une dimension sociale au produit, c'est-à-dire que le produit il est plus juste là pour vous nettoyer la peau ou pour vous enlever vos boutons. Le produit il est aussi là parce qu'il y a un côté où socialement ça change d'avoir ce produit, ou du moins en apparence. En fait, sur TikTok, il y a un truc où il y a des trends, des tendances, on va dire. C'est une sorte de mouvance où pendant quelques temps, que ça peut aller de quelques jours à quelques semaines, on a un son qui est particulièrement utilisé avec un gimmick qui est mis en place et qui colle à ce son. Donc on a des codes qui sont attachés à ce son et plusieurs personnes qui reproduisent les vidéos, des vidéos qui font des millions de vues. Et donc ça se perpétue jusqu'à ce que ça s'essouffle et que toutes les idées aient été un peu explorées. Et finalement, on change de tendance et on passe à quelque chose d'autre. Et donc, par exemple, quand on lance une trend où on se montre avec un corset sur une musique qui fait You bring the corset, na 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 na. Vous voyez ce que ça me fait faire la monétisation? Parce que là, je peux pas vous mettre la musique, mais il fallait bien trouver un moyen de... Et on resserre son corset, hop, et on danse un peu machin. Ça donne envie d'acheter le même corset, parce que quand on voit tout le monde qui fait cette trend avec un corset similaire, on se dit qu'on a envie d'être comme les gens qu'on voit. Donc il y a cette volonté d'avoir un sentiment d'appartenance. Il y a aussi le fait que le format, même l'idée d'une trend, donc d'une tendance, ça va donner au produit un aspect de clé de la réussite sociale, puisque si je fais une vidéo avec mon corset et que je fais des vues, des likes, des commentaires, ces vues, ces likes, ces commentaires vont être associés à ce corset. Et donc si je veux faire des vues, des likes, des commentaires et donc avoir du succès, il me faut ce corset, il faut que je me le procure. Et je dis le corset, mais c'est absolument tout. Ce qui est aussi intéressant d'étudier, c'est le rôle de l'algorithme, qui est quand même une fonctionnalité qui est propre à TikTok, puisque l'algorithme de TikTok est assez unique vis-à-vis des autres réseaux sociaux qui sont principalement des cercles semi-fermés ou du moins pas aussi ouverts et avec moins de potentiel viral que TikTok. Donc dans la fabrique du consommateur, à nouveau, Anthony Galuso décrit le processus spectaculaire mis en place pour valoriser la marchandise. En fait, il explique qu'au 19e siècle, à cause d'une nouvelle concentration urbaine, donc plus de gens habitant dans les villes, il apparaît la figure du flâneur, donc un mec qui se promène dans la ville quoi. C'est une sorte d'artiste qui se balade, qui erre, voilà, sans trop de but, qui va pas faire ses courses, c'est pas quelqu'un qui marche pour aller faire ses courses, c'est quelqu'un qui marche comme ça, sans trop de repères.
c'est moi. Je suis le flâneur urbain. On le voit dans les grandes villes comme Paris, Londres, Vienne, et il profite de l'effervescence et du bouillonnement qu'offre la nouvelle vie urbaine. Donc flâner, ça devient un hobby. On est attiré par juste le fait de marcher, et ça implique que la ville est un spectacle. C'est le décor de cette activité, et que donc c'est l'objet aussi de cette activité, puisque juste marcher pour profiter de ce spectacle. C'est une sorte de parc d'attractions visuelles où se mélangent boutiques, foule, artistes de rue, étal, et c'est une opportunité parfaite pour intégrer la marchandise à ce spectacle et en faire donc un élément du folklore du paysage urbain. Je cite, parce que j'ai trouvé que cette citation était intéressante, alors écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Dans la ville d'alors, la marchandise devient omniprésente. Elle enveloppe progressivement toute l'expérience urbaine. Les murs se couvrent de milliers d'affiches qui sont autant d'explosions visuelles à la gloire de maisons commerçantes. Les habitants passent chaque jour devant ces panneaux et ces affiches, s'imprègnent des noms des marques et des boutiques. Le décor publicitaire urbain est complété par des prospectus en tout genre, des murs peints, puis des enseignes électriques. Donc il y a un réel folklore global qui est appuyé par la marchandise. TikTok reprend entièrement ces mécanismes via son algorithme. Il est même plus facile de scroller que de flâner, puisque flâner ça implique de marcher physiquement, c'est un effort physique. Là où scroller, bah c'est juste descendre comme ça, on ouvre son téléphone et on peut être vraiment dans son lit, donc c'est même plus facile d'accès à la limite. On vient chercher une sorte de spectacle, de divertissement, l'utilisateur il va défiler autant qu'il veut sa page de pour toi, donc de recommandations, qui est aussi effervescente, diverse, addictive, qui lui propose une expérience similaire du coup à celle de flâner dans des rues indéfiniment, sans but spécifique, un peu comme dans une ville. Et donc la mise en valeur de marchandises fait partie intégrante de cette expérience de scrollage ou de flânage. Ces deux expériences sont très similaires et donc s'il y a la marchandise dans l'un, la marchandise peut aussi se retrouver dans l'autre. Donc la marchandise est disséminée, elle se confond et c'est dû même au travers du contenu qui est à première vue dénué de caractère marchand. C'est comme si on marche dans une ville, qu'on voit un mur et qu'il y a un panneau publicitaire voilà, ou qu'on va dans une rue et qu'il y a des boutiques de droite à gauche. On se rend pas spécialement compte qu'il y a de la marchandise autour, ou du moins on n'en prend pas forcément conscience spécifiquement, mais elle est là, elle entoure cette expérience et elle se confond avec cette expérience. Donc l'activité de flâner est indissociable de la consommation et de l'esprit de consommation, tout comme l'activité de scroller est indissociable de cet esprit de consommation également. Et quand on défile TikTok, hop, il y a quelqu'un qui danse avec un corset, quelqu'un qui monte sa routine de peau, quelqu'un qui se maquille, tout ça, bah, ça va constituer le paysage de TikTok qui va être un paysage imprégné de société de consommation. Et c'est pas pour dire qu'il faut blâmer les créateurs qui montent leur tenue du jour ou leur maquillage, c'est juste évidemment une extension de la société de consommation. Elle est exacerbée par un algorithme qui enferme dans une perpétuelle persévérance unidirectionnelle vers le bas, comme ça on scrolle, hop, hop, hop. C'est juste intuitif en fait de continuer vers le bas, de continuer indéfiniment, et on peut continuer indéfiniment. En plus, comme on en a parlé dans la vidéo sur l'esthétique, l'algorithme est super réactif, et donc si vous interagissez avec un certain contenu, il y a de fortes chances que un contenu similaire vous soit recommandé par la suite. Je vais pas prétendre savoir comment fonctionne l'intelligence artificielle qui décide de l'algorithme TikTok, simplement il y a sûrement une histoire de mots-clés, de reconnaissance visuelle, donc ce qui fait que si vous laissez un j'aime sur une vidéo où ça parle de la marque The Ordinary ou qui détecte la forme de la bouteille, je sais pas comment ça marche mais j'imagine que vous allez sûrement revoir dans vos pour toi cette marque ou peu importe incessamment. Et puis c'est un cercle vicieux en quelque sorte, dans la mesure où bah plus vous allez voir, plus vous allez avoir tendance à aimer, puisque vous connaissez, il y a un truc de familiarité où vous dire oh je connais, je laisse un j'aime plus facilement, etc. Et donc on s'imprègne des objets, des marques, on s'y accoutume, on les retient, et ça devient une sorte d'évidence. Ils nous narguent un peu à chaque fois qu'on les voit, et ils finissent parfois par nous convaincre, et on ouvre une nouvelle page internet, on cherche le nom de la marque et on achète le produit. Et quand on n'achète pas directement, il reste un impact tout de même indéniable, puisque mettons qu'on arrive à contourner ces appels de phare des marques et des créateurs, il reste tout de même une sorte d'investissement émotionnel qui ne peut pas être annulé, dans la mesure où si vous vous promenez en magasin et que vous voyez le produit en question dont vous avez entendu parler, c'est évident que vous aurez plus tendance à vous diriger vers ce produit-là qu'un autre produit, parce que l'attache émotionnelle et la familiarité fera que vous ferez plus facilement confiance à ce produit. Mais alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Bon, déjà ça peut pas être absolument bien, parce que voilà, souvent on achète des choses
sans forcément en avoir besoin, mais on va tout de même essayer de nuancer un peu le bilan pour être objectif et essayer de tirer au clair ce qu'on doit en penser. Déjà, il y a un truc qui est positif, c'est que du coup, il y a beaucoup de petits créateurs, petits business, de petites entreprises qui se sont aussi installés sur TikTok et qui peuvent tirer parti de cette capacité à être virale. Il y a la culture du small business sur TikTok, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites entreprises, de petites marques qui en profitent et qui peuvent du coup vendre et se faire gagner en visibilité là où ça aurait été pas possible autrement. Justement, les trends, ça permet aussi aux marques de se faire repérer et donc de contester un peu l'hégémonie de certaines marques dans certains domaines, ou du moins de contrebalancer la toute-puissance de certaines marques. Et puis on pourrait dire aussi, comme on l'a mentionné au départ, que ça fait que, vu que, entre guillemets, c'est les utilisateurs de TikTok qui décident un peu ce qui est viral ou non en likant et en commentant beaucoup une vidéo, on pourrait aussi se dire que le consommateur a plus de pouvoir dans ce qu'il décide de promouvoir, parce qu'on sait un peu contourner l'algorithme sur TikTok, on sait très bien que plus on commente une vidéo et plus on la partage, plus elle va être mise en avant. Donc si on veut, on a vraiment la capacité d'influencer qui va être connu ou quoi. On pourrait dire aussi que c'est une opportunité en or pour avoir une consommation plus responsable, et si certains créateurs prenaient la peine de le faire, je ne sais pas, je ne suis pas tous les créateurs de TikTok, et potentiellement on pourrait promouvoir et mettre en avant des produits, des marques qui sont éthiques, responsables et qui permettraient de mettre en avant des nouveaux modes de consommation. Bon, ça reste à nuancer aussi parce que TikTok choisit quand même ce qu'ils mettent en avant et ça implique que les influenceurs soient plus guidés par la sincérité que par l'appât du gain, et c'est loin d'être évident parce que déjà c'est difficile de faire la différence. Donc quand on voit un influenceur promouvoir un produit, on sait jamais vraiment si c'est une revue sincère ou si c'est rémunéré, parce que même si légalement c'est obligatoire de marquer que c'est rémunéré, c'est pas toujours le cas. Comme je vous l'ai dit, il y a un truc chez TikTok dans la relation entre le créateur et l'utilisateur qui est que c'est très personnel. On a la sensation vraiment d'être face à quelqu'un qui nous parle. C'est très compliqué de faire la différence entre la sincérité de quelqu'un et son intérêt. Et puis finalement, il faut aussi garder en mémoire que TikTok et son fonctionnement de toujours remettre en avant le même produit jusqu'à ce que vous l'achetiez ou que vous saturiez complètement, c'est quand même du harcèlement. C'est compliqué d'éviter toujours toujours essayer de se raisonner face à l'achat d'un produit. C'est assez manipulateur de toujours vous tanner, de toujours remettre le même produit, etc. Mais en l'occurrence, c'est vraiment un truc qui joue avec les nerfs, quoi, parce que vous avez beau essayer de vous raisonner pour pas acheter un produit, on vous matraque tellement avec le produit qu'au final, vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment la clé du bonheur? C'est pour dire que soyez responsable. N'hésitez pas à fermer l'application des fois, genre moi j'hésite pas à sortir dehors, aller toucher de l'herbe, parce que sincèrement, ça rend zinzin. Et j'ai trouvé une sorte de détour cathartique pour éviter d'acheter le produit en question. En général, je vais sur le site qui le vend, je le mets dans mon panier, puis j'attends. Et ça passe. Jusqu'à la prochaine fois où ça revient dans mes pourtoires. Mais voilà, globalement, il faut faire très attention aussi parce qu'on peut vous vendre tout et n'importe quoi, surtout avec ces stratégies d'harcèlement limite du consommateur. Donc, faites attention et soyez conscients de tout ça. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que moi ça m'aide aussi à rationaliser. Mais bon, ici on réfléchit. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la faire, j'ai beaucoup aimé l'écriture de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, à laisser un j'aime si c'est le cas, et à me commenter votre avis, etc. Vos avis sur la question en elle-même et sur la vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux et je vous retrouve très bientôt en vidéo. Donc je vous dis à bientôt et bisous. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.